Eh bien bonsoir, c'est Noël Clément, comme tous les soirs de la semaine. Après la clôture du marché européen, je serai donc avec vous pour le commenter. Alors XTB, bien sûr, apporte déjà avec toute son équipe de nombreuses informations clés tout au long de la journée, avec Reda Boutika, avec moi-même, en ce qui lui concerne, le GMM à 9h15, avec le live trading. Là, aujourd'hui, c'était moi. Donc c'est tantôt lui et tantôt moi, et le Market Inside pour 18h30 en tout cas, la publication sur YouTube. Alors nous sommes aujourd'hui jeudi 2 avril et notre prochain rendez-vous sera demain, vendredi 3 avril. Nous parlerons ce jour du Dow Jones, du DAX et de l'euro-dollar, et s'il reste un petit peu de temps, du zinc. Et demain, nous traiterons du CAC 40, du pétrole et du Bitcoin. Donc déjà, on pourra prendre rendez-vous. Et avant de commencer, nous allons prendre connaissance du rappel légal. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Donc voilà, je bascule sur le Dow Jones, qui faisait d'ailleurs l'objet ce matin avec l'analyse matinale qui vous est proposée donc chaque matin, la possibilité de venir chercher un point d'achat entre 20 835 et 20 275. Alors ça n'était pas gagné, loin de là, puisque très tôt le marché donc s'est mis à partir à la hausse. Donc là, c'était donc ce matin. Nous étions partis à la hausse déjà donc sur les coups du 2 avril, sur les coups de 10 heures. On était donc aux alentours des 21 100 points. Donc on était assez loin des 20 835. Je repasse en données quotidiennes, donc en daily, pour voir que la construction qui est arbitraire concernant ce biseau ascendant, qui je rappelle donc est à connotation baissière, ce biseau ascendant donc qui est en pointillé ici, définit tout simplement donc un rebond qui pourrait se faire donc en trois vagues d'ailleurs, qui avait été abordé sur sur une autre approche. Je crois qu'il s'agissait du S&P 500. Là, pareil, nous avons donc peut-être fait le fameux point bas de la vague B, pour après donc terminer la vague C, peut-être sur cette zone-là, aux alentours des 23 000, 24 000. L'idée, c'était quoi? C'était qu'effectivement, le consensus majoritaire de la part de beaucoup d'analystes était que les chiffres sur les statistiques du chômage allaient être tellement catastrophiques que beaucoup envisageaient donc une jambe baissière dès aujourd'hui. Alors bien sûr, tout peut arriver, c'est vrai. Je suis d'ailleurs moi-même le premier donc à penser que la baisse peut être relancée à tout moment, sauf que avec toutes les injections qui ont été faites de la part des différentes banques centrales dans le monde et des institutions et des gouvernements, fait que cette injection gigantesque forcément a un impact de la même manière que lorsque l'on met donc de la pression, quand on appuie sur le champignon dans nos voitures, lorsque l'on met un nombre de contours suffisant et qu'on passe la première, forcément ça avance. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Il y a tellement de carburant qui est mis donc dans l'économie qui fait que, bien sûr, ça ne soigne pas le virus en aucune manière, mais au niveau financier, ça produit donc un rebond. Et donc le fondamental est battu en brèche, puisque fondamentalement, les nouvelles sont tellement mauvaises que normalement nous devrions être au tapis encore, et non, parce que techniquement, il y a donc des réponses psychologiquement également. Le sentiment de marché influence aussi l'ensemble des acteurs. Donc, ce que l'on peut dire par rapport donc à cette approche sur le Dow Jones, c'est que justement, lorsque on passe en une heure, eh bien, nous avons fait tout à l'heure sur le live trading en direct une construction, je vais essayer de la faire assez rapidement pour ne pas perdre trop de temps, qui était que nous pouvions avoir une structure intermédiaire complexe, puisque aujourd'hui le marché donc nous teste justement dans une complexité sans fin,
sur justement une structure qui pourrait très bien être une nouvelle structure en épaule, tête épaule inversée, et pour le coup donc ça serait plutôt de haute tendance, et auquel cas donc personnellement donc je visais donc cette tête qui était ici située aux alentours justement donc de ma zone d'achat entre 20 835 et 20 279, et une ligne de coût qui, elle, si il s'avère que cette analyse est juste et si les prix donc valident cette hypothèse, eh bien nous aurions donc une ligne de coût qui serait aux alentours des 22 540. Ce qui veut dire que nous aurions donc une réplique baissière attendue aux alentours de demain. Voilà, qui reviendrait donc, alors peut-être pas donc si bas, puisque très souvent donc l'épaule de droite est beaucoup plus petite, qui nous enverrait donc avec des prix qui seraient aux alentours des 21 655. Actuellement, donc le Dow Jones cote 21 000, à peu près 21 050. Alors, il faut savoir quand même qu'après les statistiques qui étaient donc de 6 millions donc de demandes d'emploi, de chômeurs, eh bien, on a eu un pic baissier d'environ 150 points, 200 points de baisse sur le Dow Jones. Maintenant, nous sommes en gros à 260 points de hausse. Bon. Donc, ce qui veut dire que également l'idée également qui avait été faite sur les points théoriques qui sont publiés également sur chaque analyse matinale parlait justement des moyennes mobiles. Et l'approche théorique justement sur les moyennes mobiles, c'est que lorsque l'on a un croisement haussier comme on l'a, d'accord, c'est facile à dire, hein, on croise à la hausse, donc c'est haussier. Très bien. Maintenant, quand on a donc ici une possibilité de faire un croisement baissier, mais sur lequel donc, il y a un refus, ce qu'on appelle donc un non-croisement baissier, eh bien c'est beaucoup plus puissant à la hausse qu'un croisement haussier. Donc je dis donc, justement qu'un non-croisement baissier est beaucoup plus puissant. De la même manière qu'un croisement à la baisse est également puissant, bien sûr, comme nous avons pu le voir ici. Je reviens donc, on est toujours en H1, mais là donc on revient à l'époque du 19 février, avant le 24, lorsque l'on a donc fortement baissé. Donc croisement baissier, très baissier. J'avais donc justement apporté donc l'idée qu'on pouvait avoir un non-croisement haussier qui est très baissier, on en a parlé hier. Et bien nous avons pareil ici, la même chose, sauf que là donc c'est à la hausse, et donc un non-croisement baissier fait aussi. Donc là, l'hypothèse c'est quoi? C'est qu'effectivement donc on est venu donc faire un point bas sur un niveau support, qui était donc une zone d'inversion de polarité. Je vais essayer donc de vous la représenter ici. C'est-à-dire que là, auparavant, à cet endroit-là, c'était un niveau donc, de support. À cet endroit-là, c'est un niveau de résistance. Et à partir du moment où on repasse au-dessus, ça devient aussi un niveau support. C'est ce qu'on appelle donc une zone d'inversion de polarité. C'était également donc l'une des hypothèses qui nous permettait donc de rebondir. D'ailleurs, avec le travail que l'on a fait donc ensemble sur le live streaming, eh bien, si, voilà. Donc ça, c'est le DAX, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, donc c'est ce que l'on a fait ensemble. Et donc l'idée avec l'ADX, c'était que l'on puisse avoir avec le DI- qui normalement devait donc se replier, et bien se replier effectivement bien, avec le DI+, qui normalement devait également remonte effectivement bien. Et nous devions avoir un croisement qui devrait normalement valider l'idée qu'on passe effectivement à la hausse. Et l'ADX, qui est en noir ici, était symbolisé justement par ce pointillé, qui devrait normalement repasser au-dessus des 25, si tant est qu'au-dessus de 25, justement, nous sommes en tendance. Par contre, si on vient donc à passer en dessous de cette zone, puisque nous avons fait un joli, un quasi-doji, ça ressemble à un marteau, si on repasse en dessous de cette pointe basse, qui est aux alentours de 20 498, 20 500, là par contre, donc, nous aurons donc un démarrage baissier qui nous enverrait les prix dans un premier temps, donc aux alentours de 19 000 points. Voilà, donc repassons sur le, sur le DAX. Le DAX. Eh bien, le DAX, lui, est arrivé donc sur une zone toujours coincée entre la moyenne mobile à 377 périodes, qui est une moyenne mobile exponentielle de Fibonacci. Là, ici, c'est du H1, donc c'est de l'horaire. Et la moyenne mobile à 144 périodes, qui continue à être haussière, qui est aplatie, mais qui nous permet donc de voir qu'à ce niveau, nous avons donc une forme de double creux, et de la même manière, nous avions ici une zone de résistance,
Et à partir du moment où on l'a battu, donc c'est devenu donc une zone de support. À nouveau, donc une zone d'inversion de polarité. Et l'idée, c'est que si effectivement on regarde cette structure qui n'est pas une structure en épaule-épaule ni en triple sommet, nous avons vu donc avec un client, donc ce serait plutôt, en tout cas c'est mon hypothèse, d'avoir quelque chose qui ressemblerait à plutôt un range, sur lequel donc nous aurions donc un niveau donc de résistance qui serait aux alentours des 10 000 points, un niveau de support qui serait aux alentours de 9 400, 400, 450 points. Et toujours pareil, ici, une zone de résistance qui devient ici une zone de support, une zone d'inversion de polarité. Et de la même manière, hein, si on vient à casser dans ce niveau de support, on verrait les prix pour le DAX aux alentours des 8700 points. Par contre, si la victoire donc passe à la hausse, eh bien nous aurions donc tout simplement donc une projection entre la première partie de hausse qui nous a emmené donc sur les 10 000 points, qui théoriquement nous donnerait une possibilité d'aller sur les 12 000. Bon, ça n'est pas gagné d'avance. Pour l'instant, donc nous sommes juste en train donc de travailler cette zone. C'est du H1, c'est de l'horaire. Et donc cette zone qui était une zone de résistance est en train donc d'être travaillée. Pareil, nous avions mis l'hypothèse que nous avions à avoir donc le DI- donc pour la DX repartir à la baisse, donc avoir une résurgence baissière, le DI+ plutôt repartir à la hausse, et un croisement qui lui donc sonnerait donc le top départ pour après avoir franchi cette zone de résistance, aller donc se retrouver vers le premier objectif aux alentours des 9860 points. Alors, ensuite, nous avons parlé donc d'un troisième actif qui concernait donc l'euro-dollar. L'euro-dollar donc avait été abordé, je crois que c'était mardi peut-être, sur l'idée que nous faisions donc une épaule contre épaule. À l'époque, à ce moment-là, il y avait la décision de la Banque fédérale américaine de rendre disponibles des bons du Trésor pour éviter donc de les vendre pour les États qui voulaient avoir donc des dollars. Et donc qui devait donc normalement soutenir le dollar. Et effectivement, au moment où on en parlait, on était à ce niveau, et l'idée c'était plutôt de revenir sur cette ligne de coup qui formerait donc une épaule des épaules. Et sur lequel donc l'idée c'était de voir donc des prix avec un premier objectif autour des 1,09. Nous y sommes maintenant. Et le deuxième objectif donc qui devrait être cette hauteur nous enverrait donc sur 1,073, 1,074. Et c'est exactement donc ce qui est en train de se passer. Alors bien sûr, au niveau de l'obligataire, si on commence à vendre des bonds, donc des bons du Trésor américain, il y a deux aspects donc, dans l'obligataire. Il y a la partie bond et il y a la partie yield, c'est-à-dire la partie taux. C'est que si on vend donc des bons, ça augmente en taux d'intérêt. Et ça n'est pas du tout l'intérêt justement de l'État américain et de la Fed, puisque si nous avons donc les taux à 10 ans et à plus court terme monter, ça serait forcément inflationniste, et ce n'est pas du tout ce que la Fed veut, elle ne veut pas remonter ses taux, et donc justement, donc l'idée c'était de pouvoir fournir des bons donc du Trésor en échange pour qu'ils évitent donc de vendre cette manne obligataire. Ça a l'air de fonctionner, et donc on devrait avoir une continuité baissière sur l'euro-dollar. Et la troisième chose que l'on devait voir, donc, c'était le zinc. Et le zinc, le voici. Alors, nous avions donc déjà, enfin peut-être pas, on n'en avait pas parlé, on avait déjà parlé donc avec XTB. Lorsque l'on regarde le zinc dans une longue période, il y avait une structure qui était en forme d'épaule, tête, épaule. Et là, pour le coup, elle n'était pas du tout inversée, celle-ci. Elle était donc vraiment baissière. Voilà. Et donc, l'idée, c'était quoi? C'était donc de voir donc un franchissement donc de ce support qui était soit oblique, soit horizontal, pour avoir un premier objectif qui arriverait donc pour la partie de la projection donc de cette épaule-là, ici, l'avoir donc à la baisse ici. Et il se trouve que cette zone, eh bien nous y sommes. Donc maintenant, l'idée c'est quoi? C'est que si il y a donc une continuité haussière, le premier objectif pour le zinc, et je m'arrêterai là, eh bien, ça sera donc d'aller chercher le gap baissier qui a été donc créé à l'époque, c'était le 24 février. Et ce gap baissier, donc le premier objectif, donc ce serait situé donc aux alentours des 20,84 $,
et 20,53. D'ailleurs, on a clôturé sur le CAC. Donc la clôture du CAC s'est faite à 4220 points, 96, en hausse de 0,33%. Le DAX, lui, clôture à 9569, en hausse de 0,25%, après avoir chuté donc après ces chiffres, et c'est bien rétabli. Voilà, donc je ne vais pas en faire plus. En tout cas, j'ai vraiment apprécié de pouvoir également échanger donc avec différentes personnes. J'ai répondu aussi sur YouTube par rapport à une question sur le chaos. Et n'hésitez pas à liker et aussi à commenter. Et maintenant, donc, j'aurai le plaisir de vous répondre en direct. Voilà, je vous remercie. J'espère à très bientôt. Au revoir.